Traversée par le 45e parallèle, protégée par le Gulf Stream, l'Aquitaine est un pays au climat doux, où s'épanouissent toutes sortes de cultures. Historiquement, l'Aquitaine va connaître deux grosses blessures. D'abord la guerre de 100 ans contre les Français, puisqu'Aliénor d'Aquitaine épousa Henri II d'Angleterre. Puis les terribles guerres de religion qui terrorisèrent les nombreux protestants de la région. Maintenant, commençons notre voyage au travers de l'Aquitaine par le pays d'Henri IV. Au cœur de l'Albret, Nérac, ville 2 fois millénaire, est célèbre pour avoir occupé une place importante au cours des XVIe et XVIIe siècles. L'avènement progressif de la famille d'Albret, avec l'accession d'Henri IV au trône de France, entraîne à Nérac au fait de la diplomatie française. Ainsi, durant la Régence, Catherine de Médicis et les siens décidaient de l'avenir du royaume dans cette demeure. Pendant 2 siècles, Nérac va se retrouver aux commandes du pays. C'est durant le règne d'Henri IV que Nérac va connaître une époque de magnificence, comme en témoignent le château et les jardins de la Garenne. Le vert galant Henri IV, à qui l'on attribue de nombreuses aventures, se cachait, dit-on ici, pour observer les belles se baigner dans la Baïse. L'une d'elles, Fleurette, dit la légende, séduite par le bel Henri, se serait noyée de désespoir dans cette fontaine. L'expression « conter Fleurette » nous arriverait de cette belle et triste légende de Nérac. Le protestantisme, protégé par Marguerite d'Angoulême, s'installa à Nérac durant un long moment. Ainsi, on peut, près du Pont-Vieux, observer la demeure de Calvin, elle-même proche de celle de Sully. L'église de Saint-Nicolas, datant de 1750, fut d'ailleurs construite pour redonner de la splendeur au catholicisme d'Albret. L'Albret appartient, avec le découpage en départements, au Lot-et-Garonne. La préfecture de ce département est Agen. Aginum, qui signifie hauteur en latin, était anciennement située sur les coteaux de l'Ermitage. Ville carrefour sous l'occupation romane, elle devint ville frontière entre la France et l'Aquitaine anglaise durant la guerre de 100 ans. Située entre Toulouse et Bordeaux, elle a pris le rose des briques de la première et la majesté des pierres calcaires de la seconde. Cité bourgeoise et commerçante, Agen abrite dans ses petites rues des hôtels particuliers où les bourgeois de la ville aimaient à se retrouver pour célébrer leur prospérité. La cathédrale Saint-Caprais connut les affres des différents combats qui jalonnèrent l'histoire de l'Aquitaine. Reconstruite à chaque fois, elle s'est composée des différents styles en vogue.
Le canal latéral à la Garonne, construit par l'homme pour faciliter le commerce fluvial, ne sert plus maintenant qu'au tourisme. Au-dessus de la Garonne, le pont du canal est une curiosité. Il est le seul pont permettant le passage d'un canal si important au-dessus d'un fleuve. Mais Agen est maintenant réputé pour une toute autre spécialité. Selon la légende, la prune dente aurait été rapportée d'Orient par les croisés, thèse aujourd'hui accréditée par les scientifiques. Le pruneau a été créé non pour des raisons de goût, mais de conservation. Récoltée très mûre, la prune est cuite puis séchée à l'étuve. L'art du pruneau repose sur le séchage. Il doit rester moelleux tout en étant goûteux. Ainsi, au travers des âges, les fours n'ont cessé d'évoluer, comme en témoignent les reconstitutions faites au musée du pruneau de la Grange-sur-Lot. Aujourd'hui, c'est une industrie moderne qui a su allier tradition et technologie. En remontant vers le nord, on croise d'étranges villages, tous serrés autour de leur place à cornières. De forme géométrique avec leur place centrale entourée d'arcades et souvent couvertes, les bastides sont l'un des phénomènes les plus originaux du sud-ouest. Créées au Moyen-Âge, elles étaient destinées à répondre à l'extraordinaire essor régional provoqué par la viticulture. De plus, dans ces époques troublées par la guerre de Cent Ans, elles eurent, grâce à leur situation, un rôle stratégique décisif. Perchée sur un pech de 181 mètres de haut, la bastide de Montflanquin, construite en 1256, est une des bastides les plus charmantes du Lot-et-Garonne. Fondée par Alphonse de Poitiers, elle était destinée, comme de nombreuses autres, à un usage militaire et stratégique. Si elle a gardé de cette époque le charme moyenâgeux des arcades ogivales, elle a perdu son profil martial pour devenir une bastide accueillante. Ses petites rues en pente nommées Careyrou, ses maisons à colombages, ses fenêtres géminées et sa place centrale amènent aux voyageurs une quiétude venue du fond des âges. Blotti le long du Lot, Fumel était autrefois un port romain. Le château, principal monument de la ville, de style XVIIe, recouvre l'ancien château fort. Sa reconstruction préfigure les demeures somptueuses du XVIIIe. Autour, les jardins à étages dissimulent les belliqueux remparts de l'ancien château. Arrivé à Fumel, on s'approche de la Dordogne et déjà le paysage se fait plus vallonné. Non loin de là, découpant sa silhouette dans le ciel aquitain depuis le XVe siècle, le château de Bonaguil reste l'un des plus fameux monuments de la région. Bâti sur un piton rocheux qui l'épouse pour mieux se défendre, Bonaguil est l'un des ultimes châteaux forts et bénéficie donc de tout un savoir militaire. 13 tours, 350 mètres de périmètre, des couloirs si étroits qu'un assiégeant qui s'y engage est désarmé. Un siècle avant Vauban, Bonaguil s'affirme comme un chef-d'œuvre de fortification. Après son passé militaire, même si personne n'eut l'affront de l'assiéger, le château devint une demeure seigneuriale, et son architecture garde les traces des différentes époques qu'il traversa. Bergerac, ville frontière, a su préserver la quiétude de la Dordogne tout en profitant de l'émulation économique du Lot-et-Garonne. Comme de nombreuses cités d'Aquitaine, Bergerac prend naissance au XIe siècle. Située sur les bords de la Dordogne, elle est l'une des portes d'accès du Périgord.
la ville va s'introduire dans le système commercial de l'Angleterre d'Henri II et va commencer à se faire une réputation de ville marchande. Au XVIe siècle, Bergerac devient une capitale commerçante, et cela grâce à sa large ouverture d'esprit. En effet, elle devient cité d'accueil pour les commerçants et intellectuels de toutes sortes. Hélas, la nuit de la Saint-Barthélemy va avoir à Bergerac de terribles répercussions. La population bergeracoise va se rebeller contre le royaume de France. Les armées royales vont mater la révolte en usant de tous les moyens pour convertir les obstinés. Ces tristes cérémonies avaient lieu dans ce cloître. Le cloître des Récollets jouxte maintenant, comme pour oublier le passé, le temple protestant du XIXe siècle. Place de la Myrpe, la statue de Cyrano rappelle l'un des citoyens les plus célèbres de Bergerac. Savinien de Cyrano, mousquetaire et poète, dont on dit que la plume était aussi affûtée que sa rapière, n'était pourtant pas d'origine gasconne. Né à Paris, il s'attacha à Bergerac dont il prit le surnom. La pièce d'Edmond Rostand fit le reste. La maison de Mathurin Peyrade, bâtiment du XVIIe siècle, est l'un des monuments célèbres de Bergerac. Anciennement maison marchande, elle accueille maintenant le musée de la ville et du tabac. Le Lot-et-Garonne et la Dordogne sont de grands producteurs de tabac. Dès l'arrivée de celui-ci sur le vieux continent, il fut cultivé dans la région par les moines. Ces grandes feuilles sont ramassées dès le mois de septembre et stockées dans des séchoirs. Ces sombres cabanes qui jalonnent l'Aquitaine attirent la chaleur nécessaire au séchage, tout en permettant, grâce à un système de ventilation, une évaporation utile à la qualité du tabac. La région est traditionnellement productrice de tabac brun, mais s'accomplit également dans la culture de certains tabacs blonds. La tabaculture occupe une importante place dans l'économie régionale et tend à se développer de plus en plus. Non loin de Bergerac, s'étalent de longs déserts de vignes. Ces ceps produisent le vin liquoreux le plus célèbre, le Montbazillac. La vendange tardive lui donne un fort degré et un goût qui le caractérise entre mille. Le château de Montbazillac est devenu le symbole de ce terroir. Datant de la Renaissance, comme le prouve son architecture travaillée, il s'inscrit également, à l'image de son toit, dans un style périgourdin. Aussi cossu à l'intérieur qu'à l'extérieur, le château reste avant tout un nom de rêve pour l'amateur de vin. Dans le sous-sol, les caves recèlent de véritables trésors.
Ces cuvées hollandaises sont des appellations qui remontent au temps où les commerçants d'Amsterdam importaient le vin de Montbazillac et le renégociaient à prix d'or. Si l'Europe entière connaît la réputation du Montbazillac, c'est en grande partie grâce aux négociants amstello-damois. Arrivés aux alentours de Sarlat, nous sommes maintenant au cœur de la Dordogne. La Dordogne, où chaque détour réserve une surprise, un émoi qui surgit, venu du fond des âges. Non seulement berceau de l'humanité, cette région est le berceau d'une culture, d'un mode de vie. En Dordogne, on vit au fil du fleuve, au rythme des couleurs, des forêts. Henri Miller a écrit « La Dordogne est le paradis des Français ». D'origine gallo-romaine, Sarlat ne se fixe qu'avec l'arrivée de bénédictins et la construction d'une abbaye. Comme toutes les villes d'Aquitaine, Sarlat eut à subir les affres de la guerre de Cent Ans, puis celle des guerres de religion. Anecdote tragicomique, la ville alors catholique fut prise par des protestants déguisés un jour de carnaval. La ville est dédiée à Saint Sardos, c'est pourquoi la cathédrale porte son nom. Commencée en 1504, elle cumule tous les styles qui ont jalonné ces 2 siècles de construction. L'abbatiale gothique rappelle encore le roman et les chapelles latérales sont d'inspiration nordique puis méridionale. Un monument mystérieux se cache derrière la cathédrale, la lanterne des morts, dont l'origine est assez obscure. Il semblerait que cela soit un sémaphore brûlant pour la paix des âmes. Un pas dans Sarlat est un pas dans la mémoire d'Aquitaine. L'architecture de la ville n'a que très peu évolué depuis le XVe siècle et c'est très certainement l'une des villes les mieux conservées de France. Ainsi, Étienne de la Boétie, célèbre paroissien de Sarlat, dut connaître la ville avec cette architecture. C'est ici que le fameux écrivain passa son enfance, dans cette maison Renaissance où son père était le sénéchal de Sarlat. Étienne, durant toute sa vie, sera l'ami d'un autre Aquitain célèbre, Michel de Montaigne. D'une rue à l'autre, Sarlat nous amène, enivré par le retour dans le temps au travers des siècles. Du Périgord, on dit que c'est la région aux 1001 châteaux. Celui de Bénac s'impose comme, sinon l'un des plus beaux, du moins l'un des plus chargés d'histoire. Accroché sur un pic, il garde la rivière Dordogne. Richard Cœur de Lion, le fils d'Aliénor d'Aquitaine,
assiégea ce château de légende pour en faire une citadelle anglaise. On ne peut parler de Bennac sans parler de Castelnau. Castelnau l'anglais et Bennac le français se livrèrent des combats sans merci dont la Dordogne garde encore le souvenir. À la vue de ce panorama, on imagine facilement l'intérêt de conquérir Bennac. Envahi une seule fois par les Anglais, Bennac se délivra pour reprendre le combat contre son ennemi ancestral, Castelnau. Plus tard, alors que l'aristocratie ne se destinait plus à l'art militaire, le manoir d'Érignac s'éleva. Construit au XVIIIe siècle, le manoir s'entoura de jardins à la française. Ces jardins de l'intelligence, comme on les appelait à l'époque de Voltaire, sont construits de manière très ordonnée. Jouant sur les effets optiques causés par les fausses perspectives, ces jardins apparaissent différents selon l'angle de regard choisi. Lieu où le raffinement est poussé à l'extrême, ils dépeignent une des multiples facettes des richesses des alentours de Sarlat. On dit que le confluent de la Beune et de la Vézère sont le berceau de l'histoire. C'est avant tout la naissance de l'archéologie préhistorique qui fit découvrir les traces de la vie primitive à des scientifiques du siècle dernier. Les rivières, durant les longs siècles de leur existence, ont sculpté la roche calcaire, de manière externe tout d'abord, en créant ces profondes vallées, puis interne, créant une multitude de cavités que découvrent les spéléologues. L'eau chargée de gaz carbonique fait et défait le calcaire. Elle le creuse comme elle l'a fait dans le gouffre de Proumeissac, puis elle construit, goutte après goutte, des concrétions de calcite. Dans le gouffre de Proumeissac, ces concrétions, qui pèsent maintenant plusieurs tonnes, résultent de l'apport de milliards de gouttes durant des millions d'années. La belle concrétion de la Méduse est l'une des plus célèbres du Périgord. Apprivoisée, l'eau calcaire fabrique maintenant dans des moules divers objets de décoration. Ces abris naturels que sont les grottes sont étroitement liés à l'évolution de l'histoire de la vallée.
Giboyeuse et riche, la région avait l'avantage d'avoir des porches naturels où les premiers hommes pouvaient s'abriter. Pour cette raison, la vallée de la Lèze reste l'un des principaux sites préhistoriques, dont l'époque moustérienne est le fleuron. Ces mêmes hommes préhistoriques sont à la base de la construction de Périgueux. Les hommes du Néolithique laissèrent place aux Celtes, puis vint la ville romane, Vézuna. De Vézuna, il persiste de nombreuses traces dans Périgueux. Ce jardin public, par exemple, est l'ancien amphithéâtre romain. Sur le périmètre, on peut apercevoir les gradins et les caves du monument de Vézuna. La célèbre tour de Vézonne était la partie sacrée d'un temple dédié à Vézuna, la déesse. Cette partie de la ville de Périgueux cache à 1 mètre sous ses fondations la cité romane. Plus haut, le quartier moyenâgeux appelé Puy-Saint-Front, tout comme sa cathédrale, domine la ville de Périgueux. Cette cathédrale Saint-Front, de style byzantin, fut une incontournable étape du pèlerinage de Compostelle. Les coupoles finement ornées, une structure identique à celle de Saint-Marc de Rome, sont d'inspiration orientale. La place de Clautre, qui jouxte la cathédrale, est un ancien lieu de culte païen où se déroulaient, en temps et jusqu'à récemment, d'étranges fêtes dédiées aux fontaines de Périgueux. Le quartier Saint-Front a gardé une architecture datant de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. De petites rues pavées mènent vers de sublimes hôtels particuliers, ornés de tourelles de style Renaissance. L'ancienne cathédrale de la cité, l'église Saint-Étienne, est elle aussi de style byzantin. Périgueux découvre ces 18 siècles à qui s'est observé. Ainsi s'est construite Périgueux. D'un côté la vieille cité qui recouvre Vézuna, de l'autre Puy-Saint-Front, la moyenâgeuse. Aux alentours de Périgueux, on trouve la Double. La Double, cette forêt qui sépare la région de l'Isle et de la Dronne, servit de décor à des histoires magiques que les vieux chuchotaient au bord de l'âtre.
Sous ses pins et ses chênes, les plus matérialistes trouveront des champignons, les autres auront rendez-vous avec des fées qui surgissent d'inquiétants étangs pour exaucer seulement 3 vœux. Quittons la Dordogne pour entrer dans la Gironde, ce département qui est le plus vaste de France. Notre voyage en Gironde débute par la visite du roi des terroirs du Sud-Ouest, Saint-Émilion. C'est sur le calcaire des contreforts de la Garonne que s'est construite la ville de Saint-Émilion. Cette cité dont la couleur et la profondeur rappellent celle de son vin, fut fondée au IIIe siècle de l'ère chrétienne par Émilian. Curieusement, Saint-Émilion fut canonisé pour un miracle ayant rapport à l'eau. Une source, la source de Fontplégade, se détourna et surgit pour le désaltérer. Les premières habitations furent creusées dans le calcaire, puis vint l'église monolithe. Unique en Europe, car complètement creusée dans la couche calcaire, sa construction atypique dénote une très grande volonté et un acharnement sans égal. Le tympan représente le jugement dernier, comme si, entrer dans le sol, donnait déjà un avant-goût de l'enfer. Les caves abritant les célèbres vins de Saint-Émilion sont elles aussi creusées dans le calcaire. Isolés de l'humidité, des trop grandes variations thermiques et de la lumière, les vins grandissent sous la vigne. Si Bordeaux et sa région sont l'un des plus grands crus, c'est que les viticulteurs ont accumulé une somme de secrets qui leur permet de maîtriser chaque étape de la maturation d'un vin. Exemple de ce savoir-faire, les rosiers situés en bout de rang préviennent le vigneron d'une attaque d'oïdium. La cité a l'immense privilège de proclamer le ban des vendanges. À partir de cette fête de septembre, la jurade de Saint-Émilion donne le départ des vendanges dans tout le Bordelais. Cette cérémonie, dont la grand-messe a lieu dans le cloître de l'église collégiale, reste un sommet dans le monde des amateurs de vin. La ville, nef de calcaire au milieu des vignes, garde encore des traces de son passé militaire. La porte Cadenne, qui était la seule ouverture de la grande cité, le donjon nommé le château du roi et les grandes murailles rendaient la ville difficile à investir.
Cependant, les Français envahirent Saint-Émilion le lendemain d'une fête du vin que les Anglais n'avaient que trop appréciée. Riche d'un autre vin de légende, le Sauternais est également une région bordelaise. Tout comme le Mont-Bazillac, le Sauterne se caractérise par une culture vinicole originale. Les cépages de Sauvignon et de Sémillon baignent à partir de septembre dans de légères brumes qui favorisent l'apparition d'un champignon sur les grains de raisin. Cette pourriture noble va donner au vin son aspect liquoreux et sa couleur dorée. Arrivé au cœur de la Gironde, la terre se teinte de vert. La Garonne s'élargit et subit l'influence des marais. C'est le pays de petits villages charmants, blottis sur un coin de Garonne et cerclés de vignes. Sortant d'un bocage, franchissant un pont, on arrive souvent à des havres de paix, comme ici, à l'île Saint-Georges. D'ici, en descendant la Garonne en bateau, on arrive directement à la capitale aquitaine, Bordeaux. Burdigala, la ville celte fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, eut tout de suite une vocation portuaire. Sa grandeur, Bordeaux la construira autour de ce port, d'abord avec l'étain, puis très vite avec le vin. D'abord négociante, la ville va très vite devenir productrice, et ce dès l'époque romane. En 1154, Bordeaux devint ville anglaise et durant les 3 siècles d'Union britannique, elle va connaître la prospérité. De nouveau française, la cité va souffrir et malgré une rébellion de la population, elle restera française. De la porte Caillot au quartier des Chartrons, la ville a gardé un flegme tout britannique qui peut paraître refroidissant au premier abord. L'architecture de la ville a subi 2 grosses influences, le Moyen-Âge et le XVIIe siècle qui fut celui des intendants de Bordeaux. Du Moyen-Âge reste la cathédrale Saint-André et sa tour Péberlan. Le gothique de Bordeaux est un gothique mystique, sombre et obscur, où sont cachés des signes alchimiques. L'initié trouvera à Saint-André, ou ici à Saint-Michel, des symboles pouvant l'aider à trouver la précieuse pierre philosophale. La flèche de Saint-Michel, plus haut monument du sud-ouest, est le point de rencontre des chineurs. Autour de l'église, la place Canteloup est un lieu vivant où le flâneur pourra trouver des livres incunables et des objets sortis du fond des âges. L'autre grande influence de Bordeaux fut celle de ses intendants du XVIIe et XVIIIe siècle. D'abord Boucher, qui dota la ville de la place de la Bourse en 1726. L'architecte Jacques Gabriel s'occupera de donner l'équilibre et l'harmonie à ces magnifiques constructions. Les 3 grâces,
qui arrose la place de la Bourse en agrémente le centre. Tourny, l'intendant de Bordeaux de 1743 à 1757, eut une très grande influence sur la ville. Il veut faire de Bordeaux la plus belle ville du royaume. Il va refaire la façade des quais, créer le riche quartier des Chartrons, refaire les portes de Bordeaux, comme ici son enfant chéri, la porte de Bourgogne. Non loin de là, où jadis s'élevait le château Trompette, on trouve la place des Quinconces. C'est là que s'est implanté le monument dédié aux Girondins et conçu par Dumilâtre et Riche. À l'image de Bordeaux, les monumentaux chevaux de bronze sont un modèle de force et d'équilibre. Les scènes aquatiques racontent d'une manière allégorique la belle histoire de la cité girondine. Au-dessus, la colonne est surmontée d'une statue de la Liberté dont la palme domine Bordeaux. Considéré comme l'un des plus beaux théâtres du monde, le Grand Théâtre s'impose par ses dimensions. 88 mètres et 12 colonnes corinthiennes. Lui aussi est issu du XVIIIe siècle et donne sur les voies les plus connues de Bordeaux le cours de l'Intendance, riche avenue sculptée, et la célèbre rue piétonne Sainte-Catherine. De la place de la Victoire partent plusieurs voies dans différentes directions, Bayonne, Toulouse ou le bassin d'Arcachon. Le week-end venu, les Bordelais quittent la ville pour retrouver le calme et les pastels du bassin d'Arcachon. Le bassin d'Arcachon est une curiosité, tant par sa géographie que par ses paysages déjà landais. Les 250 km² d'eau, dont les 3/4 disparaissent dans l'océan à marée basse, sont le refuge de nombreux poissons et mollusques. L'ostréiculture, née au XIXe siècle, reste l'une des toutes premières ressources économiques du bassin. Dans ces petits villages ostréicoles au nom typique de Piraillan, L'Herbe ou Gujan-Mestras, on trouve des marins qui ont dédié leur vie à la culture de l'huître. Ici, il est interdit depuis Colbert de construire en dur. C'est pourquoi ces cabanes ont gardé ce charme désuet. Cette huile peinte à la chaux sont immergées dans les eaux du bassin et servent à fixer les naissins. Lorsque ceux-ci sont viables, ils seront plongés dans des bassins qui se trouvent au large. Il faudra 4 longues années pour que soient enfin dégustées ces perles du bassin. La pinasse est une figure typique du bassin d'Arcachon. Ces embarcations servent encore au travail ostréicole. D'abord fabriquée en pin et munie d'une voile, la pinasse s'est modernisée avec le temps, mais elle a gardé sa forme plate, qui lui confère un faible tirant d'eau et un échouage rapide. Lors de balades en pinasse, on peut, au gré des canaux, délimités par des pieux, se retrouver proche de l'île aux oiseaux. Au centre du bassin, les maisons tchanké en landais, suréchasse en français, sont le symbole du bassin d'Arcachon. Le bassin est ouvert sur l'océan par seulement 3 km d'embouchure. À marée descendante, les remous de l'embouchure se font terribles. L'eau s'engouffre alors entre ces deux caribécilles-là que sont le Cap Ferret et la dune du Pilat. Avec ses 105 mètres de haut, ses 3 km de long et ses 500 mètres de large, la dune du Pilat est la plus majestueuse d'Europe. Sous l'influence du vent et de la mer, la dune avance vers la forêt des Landes. C'est un combat sans merci que se livrent les pins et le sable. Plantés pour fixer la dune, les conifères sont parfois avalés par le sable. Avant le XVIIe siècle,
Les Landes étaient un immense désert de sable, de marais, d'étangs que fouettait le vent et les embruns. À cette époque, la vie était rendue difficile par la mauvaise qualité de l'eau et de la terre. Il reste quelques marais et étangs, comme ici dans le parc ornithologique du Teche. Dans cet endroit partiellement interdit à l'homme, toutes sortes d'oiseaux viennent se réfugier. Brémontier puis Napoléon III développèrent la plantation des pins afin de fixer les dunes et de créer une nouvelle économie, le gemage. L'utilisation de la résine apporta dans les années 20 une nouvelle richesse aux Landais. Au bord de la Dour, une ville dont le nom rappelle les cures thermales, Dax, nous fait sortir de l'immense forêt des Landes. Bien avant les Romains, la fontaine de la Néé, dédiée aux naïades celtiques, avait fait de l'endroit un lieu magique. L'eau bouillante, grâce aux algues cyanophycées, donne à la source des vertus thérapeutiques. La ville est construite sur un réseau de sources chaudes qui font de Dax la première ville thermale pour le traitement des rhumatismes. Mais Dax connaît une autre source de plaisir, non moins bouillonnante. Les courses landaises et les corridas qui ont lieu dans ces arènes sont parmi les plus appréciées de la région. Sur le littoral, de longues plages relient Biarritz à Bordeaux. Les hautes déferlantes qui battent les dunes landaises font le bonheur des surfeurs. Mondialement connues, au même titre qu'Hawaï, les plages landaises accueillent les rois de la glisse. La renommée est telle que tous les ans, en septembre, les championnats du monde de surf ont lieu dans la ville basque de Biarritz. Situé à l'endroit où les Pyrénées se jettent dans l'Atlantique, Biarritz fut d'abord un port baleinier. Un des points les plus fréquentés de la ville est le célèbre rocher de la Vierge. Napoléon III voulut en faire un port, mais les terribles tempêtes qui battent Biarritz en hiver en décidèrent autrement. Très vite, la situation de Biarritz en a fait une station balnéaire privilégiée que côtoyaient à la fin du siècle dernier tous les grands d'Europe. Cet océan destructeur revêt parfois aux heures crépusculaires des couleurs enchanteresses. C'est ici qu'Éric Rohmer capta le dernier rayon du soleil, le rayon vert. À un vol de mouettes, la voisine, Bayonne, date elle aussi de l'Antiquité. Les façades colorées du quartier nommé Petit Bayonne appellent le promeneur à s'enfoncer plus pour découvrir le charme d'une balade au bord de la Nive. Bayonne est une ville frontière des Landes et du Pays Basque, de l'océan et de la montagne. Derrière Bayonne s'élève déjà une autre région, les Pyrénées.
L'Aquitaine, qui, de Malraux à Montaigne, abrita les plus grands écrivains, colore le pays de France de ses teintes chaleureuses et pastelles. Ici, on ne peut qu'admirer ce que la nature nous a prêté.